Bonjour à tous. Merci de me donner la parole et désolée de ne pas être avec vous dans cette magnifique ville de Tours, comme disait l'intervenante précédente. J'espère qu'il n'y a pas de soucis techniques et que vous pouvez m'entendre sans problème. Comme vous le disiez, je travaille à la direction des marchés de la Direction générale à l'agriculture de la Commission européenne. Je suis en particulier responsable des marchés des produits animaux et bien entendu, la volaille fait partie des marchés dont je suis responsable. J'ai préparé pour vous, et c'était bien entendu avant l'invasion des troupes russes en Ukraine, j'ai préparé pour vous une présentation qui fait le lien entre la recherche d'une part, la filière d'autre part, et ce lien se fait par la politique agricole commune. Donc c'est ce que je propose de partager avec vous. Peut-être quelques grands ensembles pour commencer. Nous ne sommes pas, l'Union européenne, nous ne sommes pas le premier producteur mondial de volailles. Le premier producteur mondial, ce sont les États-Unis, au coude à coude avec la Chine. Vient ensuite le Brésil, dont la production est à peu près la même que la nôtre, celle de l'Union européenne. En termes de consommation, la volaille fait partie des viandes les plus consommées par les Européens, moins que la viande de porc, mais plus que la viande de bœuf et les viandes ovines et caprines. Elle a la caractéristique d'être en constante augmentation. Jusqu'à présent, en tout cas, chaque année, on consomme un peu plus de viande de volaille en Europe que l'année précédente. Ce n'est pas le cas ni pour la viande bovine, ni pour la viande de porc, où on voit pour la viande bovine quelque chose de relativement stable avec un léger tassement. Pour la viande de porc, un tassement visible ces dernières années. En termes économiques, la valeur de la production de volaille dans l'Union ne représente pas le premier segment de la valeur agricole globale de l'Union, mais tout de même, un peu moins de 5% de cette valeur agricole vient de la filière volaille. La première production au niveau européen, c'est la production de légumes et de plantes horticoles, fleurs et autres, suivie de la production laitière. Ça, ce sont les deux premières productions en termes de valeur au niveau européen. Pour faire ce lien entre la recherche d'un côté, la filière de l'autre, par le biais de la politique agricole commune, les priorités actuelles que vous connaissez bien, le pacte vert qui a été introduit par la nouvelle Commission européenne lorsqu'elle a pris ses fonctions, et en particulier la stratégie de la ferme à la table, nous a fait revoir la manière dont, dans la politique agricole commune, on intègre les filières avicoles. Vous savez certainement que pour la volaille, il n'y a pas, ou peut-être je devrais dire, il n'y avait pas au départ de soutien spécifique pour la volaille. Dans la nouvelle politique agricole commune que nous mettons en place pour l'instant, qui commence le 1er janvier 2023, nous avons fait une place pour la volaille. Cette place, néanmoins, dépendra des États membres et, pour ce qui concerne ce congrès, dépendra des autorités françaises, parce que ce nouvel outil, auquel je vais venir dans quelques minutes, doit être mobilisé par les autorités nationales dans le plan stratégique que la France a présenté à l'Union. Si la volaille n'est pas intégrée dans ce plan stratégique, alors la France, la filière avicole française, ne pourra pas utiliser ce nouvel outil que nous avons prévu dans la nouvelle PAC pour la volaille. L'accent donc est sur la durabilité,
Et dans ce pacte vert européen, on n'a pas seulement la stratégie de la ferme à la table, qui est probablement la stratégie la plus connue parce qu'elle nous concerne le plus directement, mais il y a aussi toutes les nouvelles initiatives telles que la loi climat, tout ce qui concerne la durabilité des transports, la durabilité de l'industrie, tous les efforts en matière de réduction de la pollution. Il y a aussi tout un cadre pour permettre la transition vers cette nouvelle économie verte, entre guillemets, etc. Mais bien sûr, pour ce qui nous concerne, nous, c'est la stratégie de la ferme à la fourchette, on pourrait dire, qui est la plus directement concernée. Je suis sûre que vous connaissez par cœur les objectifs qui ont été fixés dans cette stratégie. On parle en général de 5 objectifs. Vous voyez dans la diapo qu'il y en a 6 parce qu'on a ajouté l'accès à l'Internet à haut débit dans toutes les zones rurales, donc à une couverture à 100% de toutes les zones rurales. Cet objectif supplémentaire, il vient de la vision pour les zones rurales qui a été proposée entre-temps. Mais sinon, pour les autres objectifs, je suis sûre que je ne dois pas vous les rappeler. L'objectif en matière de réduction des pesticides, d'augmentation de la surface agricole destinée à l'agriculture biologique, réduction des ventes d'antimicrobiens, réduction des pertes de nutriments et augmentation des éléments de paysage à haute diversité. En dehors de ces objectifs qui sont bien connus, il y a dans cette stratégie de la ferme à la fourchette un plan d'action qui est présenté comme une annexe à cette stratégie. Et dans ce plan d'action, vous pouvez suivre avec un calendrier très précis les différentes actions qui sont mises en place pour réaliser ce pacte vert. Il y a bien sûr tout ce qui concerne la production alimentaire durable, mais il y a aussi toute une série d'actions qui concernent les industriels, par exemple, avec un code de bonne conduite qui a été élaboré par les industriels eux-mêmes et qui compte toute une série de signataires à ce jour. Et il y a aussi toute une série d'actions pour un régime alimentaire sain et durable. Et donc, à nous de trouver la bonne place de la volaille dans ces régimes alimentaires sains et durables. Cette nouvelle politique agricole commune, elle se veut globale. Donc, elle veut regarder l'ensemble de la filière par un seul prisme, au lieu d'avoir différents points de vue qui, dans certains cas, peuvent être contradictoires. Donc, l'idée, c'est d'avoir une approche globale, donc un plan par État membre. Ce plan doit contenir la nouvelle architecture verte de la politique agricole commune, c'est-à-dire que pour pouvoir être éligible au premier centime d'aide européenne, l'agriculteur doit remplir toutes les normes en matière de durabilité économique, environnementale, climatique, attentes sociétales, etc. Cette conditionnalité, comme on l'appelle, est renforcée par rapport à la conditionnalité actuelle, en ce sens qu'elle reprend la conditionnalité actuelle et elle y ajoute tous les dispositifs qui sont actuellement en place et qu'on appelait verdissement dans la PAC telle qu'elle est appliquée aujourd'hui, donc avant le 1er janvier 2023. Une fois que cette conditionnalité est respectée par tous, ça permet aux agriculteurs d'avoir accès à la première tranche d'aide européenne. Et s'ils veulent avoir accès à une tranche supplémentaire, alors il faut qu'ils mettent sur la table, et c'est là que la recherche a un rôle particulier à jouer, il faut qu'ils mettent sur la table un projet qui va au-delà, un projet qui fait quelque chose en plus pour la durabilité, en particulier environnementale et climatique de l'agriculture. Donc, de quoi parlons-nous ?
Je vous ai déjà dit donc la conditionnalité, les éco-régimes, donc ça c'est cette couche supplémentaire qui est disponible, mais qui demande un effort particulier de l'agriculteur pour y avoir droit. On continue encore avec les aides dans le cadre du développement rural et notamment toutes les actions agro-environnementales et climatiques, mais aussi tout ce qui concerne le bien-être animal. Et cette partie-là est et reste accessible à la filière avicole. On vient ensuite à ce tout nouvel outil qu'on a mis en place avec la nouvelle PAC, qui concerne les actions concertées d'organisation de producteurs. On les appelle interventions sectorielles. Ça prend la forme de programmes opérationnels à mettre en place par des groupes d'agriculteurs qui ont un projet ensemble pour la durabilité du secteur. Qu'est-ce qu'on peut faire dans le cadre de ce nouvel outil? Ça peut concerner toute une série d'investissements dans des actifs, dans la recherche, donc vous le voyez explicitement mentionné dans le règlement correspondant, les méthodes de production expérimentales innovantes, mais aussi la promotion d'espèces adaptées à l'évolution des conditions climatiques, la biosécurité, la santé, le bien-être animal, la réduction des émissions, la réduction des déchets, la résilience par rapport aux maladies animales. Tous les orateurs précédents ont parlé de l'influenza aviaire, donc je pense que je prêche à des convertis. La réduction des antibiotiques, le développement d'habitats favorables à la biodiversité, la qualité, etc. Donc toute une série d'investissements qui, s'ils sont faits dans le cadre d'un programme d'une organisation de producteurs, donc avec une orientation collective, auraient accès au financement communautaire. Aussi, tout ce qui concerne le conseil et l'assistance technique, tout ce qui concerne l'information, aussi la production biologique pour des producteurs qui voudraient se mettre ensemble parce que tous ont en commun qu'ils sont actifs en production biologique ou intégrée. Ils pourraient mettre sur pied un programme opérationnel et obtenir un financement européen pour leur action. Tout ce qui concerne la durabilité du transport et du stockage, tout ce qui concerne la promotion, la qualité, la traçabilité et toutes les actions d'adaptation au changement climatique. Donc ça, c'est ce nouvel outil qui est disponible pour ceux qui veulent s'organiser ensemble, encore une fois, à condition, dans votre cas, que la France ait prévu d'ouvrir cet outil dans son plan stratégique. Il y a en plus, dans ce nouvel outil, des mesures spécifiques pour essayer de prévenir les crises. Et donc, notamment la mise en place d'un fonds de mutualisation. Et donc, dans le cas de crise, mais uniquement dans le cas de crise, il y a aussi la possibilité d'investir pour gérer les volumes. Donc ça, vous savez que c'est une exception. C'est le cas de le dire, c'est vraiment exceptionnel au niveau européen de permettre de gérer les volumes. Donc là, on a cette possibilité avec de l'argent communautaire. On peut aussi ensemble créer du stockage collectif et la transformation qui serait nécessaire. Évidemment, les poulets, on ne peut pas les garder à l'état de poulet ad vitam aeternam. Donc pour les stocker, il faut une certaine transformation. Le remplacement du cheptel, notamment après les abattages obligatoires, de nouveau une référence à l'influenza aviaire. Aussi des mesures de retrait du marché, notamment pour distribution gratuite. Je vais essayer de ne pas être trop longue parce que je pense qu'on a déjà dépassé notre horaire de départ de cette journée, mais je voulais encore nous remettre ensemble d'accord sur les grands ensembles qu'il faut avoir à l'esprit lorsqu'on parle de l'élevage, avicole ou autre, et du changement climatique. On entend beaucoup de choses, on lit beaucoup de choses, et il est probablement bon, quand on s'occupe d'un secteur comme la volaille, d'avoir bien les grandeurs l'ordre de grandeur de ce dont on parle. Quand on parle des gaz à effet de serre, l'agriculture au niveau européen est responsable de 10% des émissions.
Pour ces 10%, donc au sein de ces 10%, l'élevage total, donc pas juste la filière volaille, l'élevage est effectivement la principale source de ces émissions, donc en disons 85% pour faire une moyenne, et donc 50% qui vient du métabolisme des animaux, la fermentation entérique, et de la gestion du lisier. Ces émissions de gaz à effet de serre, elles ont effectivement diminué dans l'Union européenne depuis les années 90. Néanmoins, ces derniers temps, on voit une stagnation. Et donc, c'est pourquoi il faut augmenter les efforts en cette matière. On a aussi vu une baisse des émissions de méthane. Ces baisses, dans les deux cas, sont assez significatives, plus de 20% dans les deux cas. Et pour ce qui est de l'émission de méthane, c'est lié à la diminution du cheptel et à l'augmentation de la productivité en contrepartie. On a remarqué, et je pense que les orateurs suivants en parleront également, on a remarqué que l'impact de l'élevage en matière climatique est surtout sensible là où il est concentré. Et donc cette concentration de l'élevage, on la doit à notre histoire commune, mais on voit que l'impact sur l'air, le sol et l'eau est majeur là où l'élevage est concentré. C'est important d'en être conscient pour pouvoir développer les solutions qui ne seront pas toutes les mêmes dans toutes les régions. Je vais passer rapidement sur le côté santé humaine et bien-être animal, mais juste pour dire que il ne faut pas nier les liens qui existent, en particulier lorsque les scientifiques établissent un lien sur la base de faits. Il faut en être conscient. Et il faut aussi que nous soyons tous solidaires sur le fait qu'en matière de bien-être animal, aucun compromis n'est possible. Et c'est seulement en étant vigilant sur ce point que l'on pourra mettre un terme à toutes ces vidéos qui circulent sur la maltraitance animale. Ces vidéos arrêteront de circuler s'il n'y a plus de maltraitance animale. Donc, aucun compromis sur le bien-être animal. Comme je vous disais, les solutions, elles ne sont pas toutes les mêmes. D'abord, elles ne sont pas toutes les mêmes en fonction du type d'élevage que l'on pratique, que l'on soit dans le secteur de la volaille, dans le secteur bovin, ovin, caprin, porcin, etc. Les solutions sont différentes. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut chercher des solutions non pas au niveau global, mais le plus proche possible du terrain, le plus proche possible de la réalité. Et parfois, c'est au niveau de l'exploitation elle-même qu'il y a une solution à trouver. Parfois, c'est au niveau local. Ça peut être au niveau d'un ensemble d'agriculteurs qui partagent des conditions pédoclimatiques semblables, qui sont dans un même village, dans une même région. Donc, il faut être attentif à l'échelle de ces solutions. Il y a aussi des solutions qui sont plus spécifiques, notamment pour ces zones à forte densité d'élevage sur lesquelles j'attirais votre attention il y a quelques minutes. Il y a certains exemples qui sont en train d'être mis en place pour le moment et j'imagine que vous êtes au courant de ce qui se passe aux Pays-Bas en particulier, où il y a une grande politique de réduction des cheptels. On parle aux Pays-Bas surtout de la filière porcine, mais c'est vraiment une approche très forte des autorités néerlandaises et on se rend compte qu'ils mettent des moyens financiers conséquents derrière cette politique. Donc, c'est quelque chose qui est voulu et il y a vraiment une volonté très forte derrière. Mais on n'est pas obligé d'arriver à cette solution-là, qui est une solution mise en place par le gouvernement. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire en partant de la base, en partant des acteurs de terrain. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire par les éleveurs eux-mêmes, par des groupes d'éleveurs à tous les niveaux et en partant de nouveau des conditions sur le terrain. Et il y a aussi bien sûr des choses qui peuvent se faire
pas simplement dans le cadre des élevages intensifs, mais aussi dans le cadre des élevages extensifs, parce que les efforts à faire ne sont pas nécessairement des efforts qui sont vus comme des sanctions, disons, un peu tout ce qui est réduction, diminution, mais il y a aussi des choses à faire pour l'expansion, pour contribuer davantage au côté positif de l'élevage. Et justement, il ne faudrait pas oublier tout le côté positif de l'élevage, quel qu'il soit. De nouveau, que l'on parle de n'importe quel cheptel, et la volaille en fait partie aussi. Notamment ce que mangent les animaux. On entend souvent, et on va l'entendre encore beaucoup plus maintenant avec la guerre en Ukraine, on va entendre beaucoup qui vont dire mais pourquoi on donne les céréales aux animaux au lieu de les utiliser pour fabriquer du pain, des pâtes pour les humains. Il faut qu'on ait bien tous à l'esprit que ce que mangent les animaux n'est en concurrence avec les humains que pour maximum 14%. Tout le reste, ils mangent ce que l'homme ne pourrait pas manger, ce qui n'est pas valorisable pour l'homme. Et bien sûr, à aucun moment, lorsqu'on parle de durabilité, on ne doit oublier la durabilité économique de notre agriculture, y compris de l'élevage. Et donc là aussi, il faut être conscient de ce que ça veut dire avoir une filière d'élevage, qu'elle soit avicole ou autre. Ça veut dire bien sûr une valeur économique, une valorisation des territoires, aussi un entretien des territoires, le fait de pouvoir garder du tourisme dans les territoires. Sans élevage, c'est très difficile de garder une vie dans des territoires où la nature se refermerait si on n'avait pas nos éleveurs qui entretiennent ces territoires. Je voudrais m'arrêter maintenant en vous confiant une dernière diapo qui met un peu en une seule vision différents types de choses que l'on peut faire pour faire de l'élevage la solution du problème plutôt que le fait générateur du problème. Ces différentes solutions qui attaquent le problème de différents points de vue peuvent être financées par la nouvelle politique agricole commune à condition que l'État membre, la France dans ce cas-ci, le prévoit dans son plan stratégique. Je vous remercie pour votre attention.